ça n'a pas débouché du tout. Alors, alors parce que là, par exemple, quand on pense à trafic d'organes, on pense aussi à ce qui s'est passé au Kosovo. Ça, c'est une affaire qui a été débunké par, entre autres, Monsieur Marty du Conseil de l'Europe, hein, cet avocat suisse, qui a montré qu'il y a un trafic d'organes au Kosovo assez incroyable et que Bernard Kouchner, qui était à l'époque l'administrateur du Kosovo, ne pouvait pas ignorer évidemment ce trafic, puisque ces mêmes personnes impliquées, ce sont tous les gens avec qui il a travaillé et qui étaient tous ses collaborateurs, si j'ose dire, hein, dont le président, l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi. Et donc, est-ce que c'est... Parce que là, c'est la même chose. Pour le coup, Kosovo, c'est avec les ONG. Je ne sais pas, vous avez des informations à propos de ça? Parce que ça rejoint le trafic d'organes complet. Il se passe beaucoup de choses extrêmement bizarres au Kosovo. Moi, je sais que les mafieux n'hésitent pas à prendre l'avion, à créer des ONG dans d'autres pays quand il y a des opportunités. Et c'est là où il faudrait faire une réelle étude. Les ONG qui sont ciblées au Kosovo ou ailleurs, est-ce qu'elles ont des liens avec d'autres ONG? Voilà. Ça serait intéressant à faire. Et c'est un investissement en temps, en argent. Bien sûr, mais je pense que c'est la piste qu'il faudrait suivre pour prouver qu'il y a des connexions sur ce commerce qui est international, hein, de toute façon, qui peut faire l'objet de commandes, au même titre que les cassettes avec meurtre d'enfants. Oui, parce que ça se vend sous le manteau, ça vaut très cher, ça tout un business, évidemment. Ça vaut extrêmement cher, effectivement. Hein. Et ces cassettes-là partaient aux États-Unis et en Europe via la France. C'est tout ce que j'ai pu savoir à l'époque. Bon, comme je vous dis, l'ancien militaire, je l'ai pratiquement... j'ai su qui c'était en 2000, de toute façon, un ancien militaire faisant partie de l'ONG, vous n'en avez pas 36. Hein, et ayant des connexions avec l'international. Mais là aussi, il n'a jamais été inquiété. Alors que je remonte dans sa carrière, j'avais fait une sorte d'enquête, il avait volé des diamants dans la caisse noire du régiment où il avait été militaire. Hein? Alors, justement, je ne sais pas si vous connaissez Stan Mayo aussi. Oui. Pareil, il a disparu complètement, plus aucune nouvelle. On nous dit qu'il a été arrêté par la gendarmerie, mais alors il n'y a aucune trace de lui, il a disparu de la planète. Je peux pas dire. Pas d'infos, mais non, parce que c'est quelqu'un qui est très impliqué aussi dans ce combat contre les réseaux pédophiles et il semble que là, il est disparu de la planète. Voilà. Et comment c'est possible, ça, il faudra nous expliquer un jour. Vous savez, sur les réseaux pédophiles, dans ma fiche, il y a le monsieur Georges Bols, c'était le commandant de police en poste à l'ambassade de France. Il a réceptionné des cassettes. Et puis vous vous apercevez qu'il n'a pas fait son temps normal de 2 ou 3 ans à l'ambassade de France, qu'il a été muté dans un autre pays. Donc effectivement, à moins que ça puisse ternir l'image de la France, de politique, un policier en ambassade de France, il a plutôt intérêt à se taire plutôt que s'occuper d'affaires de pédocriminalité ou de pédophilie. Hein, c'est un problème pour sa carrière, c'est un problème qui ne lui permettra pas de rester dans le pays où il est en poste. Alors justement, on nous pose aussi la question sur vos motivations personnelles, parce qu'on nous dit pour quelles raisons faites-vous acte de rédemption en dénonçant votre ancien milieu et vos anciens complices? Alors ils n'ont peut-être pas compris. Voilà, il y a des précisions à faire. Je ne fais pas acte de rédemption du tout, hein, puisque dès que je suis parti au Cambodge, en fait, je sentais l'affaire un petit peu foireuse, comme on dit. Et j'avais doublé avec Monsieur Valadon, qui avait une association contre la pédophilie, qui est mort depuis, hein, qui était bouclier à l'époque, hein, qui m'avait mis en contact avec un policier. Donc, je rendais compte, moi, si vous voulez, à mes supérieurs militaires, mais en même temps à la police. Et quand je suis rentré, le policier avec qui j'avais rendu compte s'est fait convoquer par les gens de la DST et par les gens de la DPSD au cours d'un repas à Paris. Et les gens de la DPSD et de la DST lui ont demandé qu'est-ce qu'ils savaient sur mon affaire. Donc moi j'ai dénoncé tout de suite, tout le temps. Je n'ai jamais... J'avais, si vous voulez, on m'avait donné une mission, il faut comprendre un petit peu le militaire, on m'avait donné une mission d'infiltrer, de regarder ce qu'il faisait. Et pour moi je trouvais intéressant d'aller loin pour dénoncer. D'accumuler des preuves
et de témoigner après. Mais en fin de compte, ça n'a servi à rien, puisque ces gens-là ont complètement été couverts par tout le monde en France. Voilà. Donc j'ai jamais... mon livre, c'est parce que j'étais menacé, et plusieurs fois, j'ai porté plainte à Paris, dans le 20e, à la sortie de chez moi, où on m'a mis un couteau sous la gorge. J'ai légèrement saigné de la gorge. J'ai porté plainte. Il m'est arrivé des agressions, plusieurs fois des agressions. Et puis j'ai dit, j'en ai marre, j'ai écrit un livre, j'ai fait un résumé de la mafia française, et le petit éditeur Actania Press, à l'époque, a pris le résumé en tant que tel. Et là, l'a publié. J'avais des blogs qui marchaient très bien, et puis ils ont été fermés au fur et à mesure. Je sais qui les a fermés. Mais on ne peut pas dire que je me suis tu, parce que le jour même où je suis revenu du Cambodge, je suis allé dénoncer. Et le jour même où j'ai dénoncé, à la DPSD, aux militaires de l'époque, le jour même, j'ai été menacé par eux-mêmes de me faire virer de l'armée et que jamais je toucherai ma pension à jouissance immédiate. Vous savez qu'au bout de 15 ans, un militaire peut avoir une pension. On appelle ça la retraite. Moi, au bout de 24 ans, j'avais l'équivalent de 45 années d'armée, de 45 annuités. Et c'était plus intéressant pour moi de rester, j'apprenais plus rien, donc je souhaitais partir. Mais on m'a menacé quand même de me faire sauter ma retraite militaire. Donc, vous voyez, jamais, j'ai toujours dénoncé, toujours dénoncé. Et quand vous voyez un film où les gamins, ils gueulent, les gamins, ils saignent, avec des mecs avec cagoule, et à la fin, ils se font éventrer, quand vous savez que vous êtes là-dedans, vous pouvez que dénoncer, et vous dénoncez toute votre vie après. Ouais, donc voilà, c'est pour remettre, non, parce que je sais que les gens n'avaient pas tout à fait compris, voilà, ils m'ont pris pour un gangster repenti, c'est pas tout à fait exact, ouais. C'était pas du tout. Alors, justement, en parlant de l'Asie, de l'Afrique, donc, on nous a parlé par exemple du Gabon, vous en avez parlé aussi. Le Gabon, si vous voulez, moi, vous aviez à l'époque des militaires français qui travaillaient pour la protection de Bongo. Exactement. Bongo. Hein. Ouais. Et je sais qu'un militaire français, on lui avait proposé pour l'acheter de travailler comme officier dans la garde présidentielle de Bongo. Et son épouse devait être affectée aux écoutes. Aux écoutes, en dessous du palais de Bongo, vous avez toutes les écoutes, aux écoutes présidentielles. Mais techniquement, une écoute, vous pouvez écouter des gens au Gabon, vous pouvez écouter des gens en France. C'est comme ça, c'est un service. On appelait avant ces personnes, ces militaires, des mercenaires. Et quand la loi sur le mercenariat est arrivée, ils ont passé en contrat auprès du ministère de l'Intérieur, je crois, ou de la fonction publique, hein, pour détourner le mercenariat, avec des contrats d'1 an renouvelables. Mais moi j'ai les preuves qu'une épouse d'anciens militaires avec qui on proposait de se taire, on lui trouvait un contrat, était affectée aux écoutes présidentielles. Et si la justice devait m'écouter, ou me reconvoquer une autre fois sur l'assassinat du juge Borel, je pourrais dire qu'un des témoins de l'assassinat du juge Borel a été mis sur écoute à partir du Gabon. Donc je pourrais le démontrer. Mais pour l'instant, j'ai été entendu en 2010, si je me souviens bien, sur l'assassinat du juge Borel par le pôle financier. Et on m'a plus redemandé mon avis par la suite, ou de retémoigner, ou j'ai pas été reconvoqué. Voilà. Mais je pourrais démontrer que dans l'assassinat du juge Borel, dans l'enquête, des personnes, au moins une personne, a été mise sur écoute à partir du Gabon. Voilà. Alors, et j'assume. Hein. Alors, on me dit justement aussi, on parle du Centrafrique, ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué, l'affaire la Barracuda, enfin l'opération Barracuda. Alors, vous êtes très hautement impliqué, c'est ça, dans cette opération. Si vous voulez, maintenant, on est en 2014. Est-ce que la France peut faire un coup d'État? Maintenant, c'est fini. La France fait partie de l'Europe, la France est subordonnée à toutes les autres nations, à une moralité mondiale. Mais en 1979, Giscard d'Estaing a décidé de faire un coup d'État. Il a envoyé 2 compagnies de parachutistes attaquer Centrafrique. Personnellement, j'avais juste 18 ans. J'étais première classe à l'époque, après un séjour de 6 mois au Tchad. J'ai passé entre le Tchad et Centrafrique 2 mois ou 3 mois en France, dont une partie à l'hôpital pour avoir attrapé une dysenterie amibienne à Abéché, où j'ai failli y passer. Et j'ai participé effectivement au coup d'État, c'est ça, c'est un coup d'État en Centrafrique.
Voilà. Mais c'était quelque chose il faut se remettre dans le contexte, si vous voulez. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, du tout. Ouais, voilà, donc le coup d'État qui a renversé L'empereur Bokassa. L'empereur Bokassa à l'époque. Voilà. Donc- Et nous avons fait prisonniers des militaires libyens, une trentaine de militaires des Libyens, qui sont repartis discrètement dans un avion affrété par la France, en Libye. À l'époque, c'était ça. D'accord. Donc, oui, donc voilà. Le coup d'État, en Centrafrique, parce que en fait, vous connaissez très bien donc tous ces dossiers, on en a parlé un petit peu aussi de cette France-Afrique, on va dire, parce que ces réseaux me paraissent, moi, ce que j'avais déjà entendu, enfin, dire en tant que rumeur, mais c'est vérifiable dans les faits, c'est que justement, on parlait du Gabon, mais que le Gabon était un centre, on va dire, névralgique pour tous les services de renseignement français, et, on va dire une espèce d'arrière-base dans lesquels on faisait tous les coups un peu, on va dire, fourrés, cachés, enfin, que ça servait de base de repli à tous les services de renseignement français. Et qu'on me disait qu'il fallait mieux faire partie du RIPMA, là, du RIPMA, Des RPIMA. du RPIMA, voilà, que pour être ambassadeur plutôt qu'avoir fait l'ENA. Non, ça, je sais pas. Non. Non. Moi, dans ma carrière, j'ai eu une carrière militaire uniquement. Certainement, j'ai peut-être manipulé des caisses un jour, je ne sais pas ce que c'était. Mais les RPIMA, ce sont des gens... là, je penserai à mon ami Marziali, Pierre Marziali, qui était tué à Benghazi, qui faisait partie de la société Secopex, qui a pris une balle dans le dos aux côtés de Pierre Martinet à Alors, l'époque. cette histoire est étrange aussi. Alors, oui, mais alors lui, pour le coup, parce que tout à l'heure, je parlais de Blackwater, mais ce monsieur-là, il semble que lui, c'était ça, c'était des armées de mercenaires privés. Il recrutait Non, même pas. Mercenaires, ça veut dire qu'il y a des armes. Ce monsieur, visiblement, moi, les informations que j'ai eues, c'est qu'il était en train de créer un alter ego de Blackwater à la française, si j'ose dire. À la française, donc sans armement. Sans armement, d'accord. Sans armement. C'est les armes de l'OTAN, oui, mais c'est les armes de l'OTAN, on cherche les hommes. Non, je on a pense besoin même d'hommes. pas. Les armes, on va toujours finir par les trouver. Non, je pense pas, parce que je pense pas qu'il aurait pu faire venir des gens, les armer, tout ça. Je pense que uniquement, c'était, et je le crois vraiment, puisque je l'avais vu quelques mois avant, 2 mois avant de partir, il avait l'intention de faire de l'accompagnement de journalistes, de faire de l'argent, quoi, uniquement. Maintenant, le problème, c'est un de ses associés, parce qu'il faut pas oublier que Pierre Marziali avait été associé à Philippe Brett à un moment. C'est l'affaire Julia, ça, en Irak, sur les faux otages qu'il y avait là-bas, ou enfin les otages qu'il y avait en Irak, la fausse négociation. Vous avez Robert Dulas, quand même, qui est toujours, qui était son associé, qui exceptionnellement se retrouve pas en Libye. Alors que Robert Dulas et Marziali, avant, avaient travaillé avec l'entourage de Kadhafi. Ça c'est pas un secret. Mais peut-être qu'il était là-bas pour les mercenaires, mais du côté Kadhafi, je dis pas. Non, je pense que, que sincèrement, connaissant Marziali, je le connaissais depuis 1984, Marziali. On a été caporal-chef ensemble, on a travaillé ensemble. Quand il m'a présenté, quand il a commencé à griffonner le projet Secopex, j'étais à l'île de la Réunion avec lui au 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Lui était en section de combat et moi j'étais spécialiste de défense nucléaire, biologique et chimique à La Réunion. Et il avait vraiment un esprit honnête. Mais par contre, c'est mal connaître peut-être les Libyens, de travailler un jour pour Kadhafi et d'aller voir le CNT de l'autre. C'est peut-être ça l'erreur, quoi, en fait. Et on m'a sorti, il y avait des jalousies d'une autre entreprise française à l'époque, mais ça j'y crois pas du tout, parce que je connais aussi les entreprises françaises qu'il y avait là-bas, ils n'avaient pas besoin d'éliminer Marziali pour travailler, quoi, en fait. Et ça, c'est des fantasmes français, où on trouve plein de mythos. Alors qui c'est qui aurait pu lui en vouloir alors? Non, ça peut être sincèrement le CNT, pensant qu'il travaillait pour Kadhafi ou des groupes durs. L'erreur, c'est ça, quoi, en fait. On peut pas, pour moi, on ne peut pas travailler pour un patron un jour et le jour suivant aller vers son ennemi en disant bon, j'ai fini de travailler pour mon patron, je travaille pour vous. C'est peut-être ça l'erreur qu'il a fait, peut-être de la naïveté ou mal été conseillé en même temps, mais je pense aussi qu'il ramenait des informations côté CNT, et que ces informations-là aient peut-être dérivé vers Kadhafi aussi. Ouais. Voilà, en même temps. Parce que dans ce milieu, il n'y a pas de... si Marziali était très honnête, peut-être que les gens autour de lui, ou au-dessus de lui, et les témoins.
hein, parce que pour de l'argent, on fait de tout hein, aussi. Bah, c'est ce qu'on nous dit un peu sur le chat. On nous dit, oui, vu l'affaire des diamants entre Bokassa et Giscard, il est apparemment de coutume à droite de se faire payer sa campagne présidentielle par un dictateur juste avant de le faire sauter. On nous dit donc Sarkozy, Kadhafi, Giscard et Bokassa. Les gens font un rapprochement en fait entre les deux. Parce qu'on sait que voilà, Kadhafi il est accusé de financement occulte. Hein, il y a même le chef des services de renseignement libyen qui amène des documents, etc., qui prouvent tout, hein, qui dit il y a des enregistrements, il y a Ziad Takedine qui se répand partout pour nous dire ça. Enfin bon, il y a quand même c'est plus qu'un faisceau de preuves. Et Giscard, maintenant, ça paraît établi aussi qu'il avait reçu des diamants de. Mais Giscard, c'est. Je sais pas vraiment. Il a reçu des diamants, mais Giscard, je le crois vraiment, il les prenait, mais pour l'État français. On ne peut pas refuser un. Parce qu'il a créé. On n'a pas la preuve qu'il les a redonnés. Je sais pas. Il n'y a aucune preuve qu'il ait redonné quoi que ce soit à l'État français. Surtout que les cadeaux donnés à la France, à titre privé, à partir du président de la République, et c'est Mitterrand, on sait qu'il avait tout redonné à la France, on ne sait pas ce que Giscard, en tout cas les diamants, ils n'apparaissent pas dans les comptes de l'État. Giscard, il aimait bien chasser en Centrafrique. Hein. Parce qu'il là-bas. Hein, il allait à la chasse au Centrafrique, au Gabon, avec Bongo aussi. Et ce que dit Bokassa, en tout cas, c'est qu'il lui en avait donné une fois et qu'après, Giscard revenait, il lui disait oui, je veux des diamants et tout. Alors il dit, il lui redonnait des diamants. Bon. Il y a les fameux diamants aussi du rebelle là au Libéria, de Charles Taylor, qui a donné des diamants à tout le monde. Même Naomi Campbell, elle s'est retrouvée au procès parce qu'elle a reçu des bijoux aussi, on ne sait comment, des bijoux qui viendraient de Charles Taylor. Enfin, c'est assez incroyable. On voit bien qu'il y a un trafic quand même aussi de ce trafic de diamants. D'ailleurs, on parle de la Côte d'Ivoire. Il y a un Français aussi mort assez bizarrement en Côte d'Ivoire. Justement, si vous voulez. Alors c'est le journaliste Keffer. Voilà. C'est quoi cette affaire là? Qui on trouve? C'est soi-disant le trafic de cacao. Ouais. Mais qui on trouve soupçonné d'avoir commandité? On retrouve l'associé de Marziali. Qui s'appelle Robert Dulas, qui est le grand maître d'une obédience, d'une micro-obédience en France, où ils ont 6 loges. Vous tapez, il ne le cache pas, hein, de toute façon, vous cherchez sur Internet, vous le voyez avec son tablier, ses décors et son maillet. Voilà. Parce que la franc-maçonnerie aussi, ça se greffe à tout ça, sur ce réseau, c'est vraiment... Parce que sans tomber, oui, hein, tout de suite, je sais, le complot judéo-maçonnique, bon, allez, on laisse de côté, mais la franc-maçonnerie, c'est concret, ça existe, la preuve. Oui, bien sûr. Donc, mais il ne faut pas oublier, il faut rebondir à l'histoire en même temps. Les gens de Vichy, les gens qui étaient pour les nazis à l'époque, les premiers objectifs, c'était exterminer les juifs. Oui. Et après, c'était exterminer les francs-maçons. Oui, ça faisait partie... Donc, beaucoup de francs-maçons qui sont morts étaient aussi juifs. En même temps. Mais la priorité, c'était les juifs. Mais il y avait quand même une police secrète avec des anciens francs-maçons qui servaient la police secrète, où il y avait la police française et leurs correspondants allemands, contre les francs-maçons. Les francs-maçons ont quand même été pourchassés. D'accord. Hein. Mais quand on voit après... Oui, mais les communistes aussi, les tziganes, les homosexuels, ils en avaient après pas mal de monde aussi quand même. Oui, mais les francs-maçons, ça avait été pour le gouvernement de Vichy. Pétain était complètement... il avait sorti une phrase qui disait « on ne choisit pas d'être juif, mais on choisit d'être franc-maçon ». Donc pour lui, encore, la franc-maçonnerie était doublement fautive, parce qu'on n'est pas franc-maçon. On peut naître juif, mais pas franc-maçon. Hein. Et ces gens-là qui donnaient la chasse aux francs-maçons et aux juifs, se sont retrouvés dans les réseaux étatiques après 1945. Tout le monde n'a pas été et n'est pas passé au tribunal non plus. Hein. Donc si vous voulez... tous les gens qui ont applaudi Pétain avant l'arrivée de De Gaulle, c'est les mêmes qui ont applaudi De Gaulle, il ne faut pas l'oublier à Paris. Hein. Et tous les gens qu'on a remis à la place de l'armée, De Gaulle était critiqué par les gens de Vichy qui ont repris leur place de l'armée après. Et les policiers. De Gaulle, c'était un amateur. Tous les gens qui sont partis dans la résistance dès les premières heures et qui ont terminé avec De Gaulle, c'était des amateurs, ce n'étaient pas des vrais militaires. Les vrais militaires, ils ont respecté les ordres, et de Vichy, ils ont repris leur poste. C'est pour ça que les services de renseignement, après la Deuxième Guerre mondiale, ont eu des grands noms de la résistance à leur tête, mais tous les Vichysois, c'était eux qui reprenaient leur place, en fait. Regardez les gendarmes allemands qui ont fait des massacres
Hein, la gendarmerie allemande, mais ils sont repartis en Allemagne, ils sont redevenus commissaires de police, inspecteurs de police, sans être inquiétés. Oui, puisque oui, en plus on sait que les Américains se sont appuyés sur Il ne faut pas oublier les 10 000 nazis qu'on a amenés aux États-Unis et puis en Amérique du Sud. Hein, et des nazis, pas des Allemands. Parce qu'il faut bien distinguer le nazi et l'allemand. Ouais. Le nazi, c'est bien un parti politique, une idéologie. Hein, même les SS, à partir de 1942, n'étaient pas obligatoirement nazis. Parce qu'il y avait eu trop de pertes sur les fronts de l'Est. Ouais, voilà. Hein. Et tous ces gens-là, ils sont repartis dans les réseaux officiels. D'accord. Donc pour vous, il y a eu un basculement quand même après la Seconde Guerre mondiale quand même. Moi, je dis qu'on est toujours sous l'influence de la Seconde Guerre mondiale. Toujours. Hein, toujours. Et ce sont les réseaux Focard, c'est le SAC, c'est tout ça qui nous ont emportés dedans. Tout ça, c'est parti dans la même voie, avec les mêmes intérêts de se souder, quoi, en fait. Et parce que cette dérive de cette mafia, elle peut donc influer vraiment, c'est une question que tout le monde se pose, mais au très haut niveau, quoi. C'est-à-dire, j'en sais rien, ils ont peut-être des photos de Hollande, j'en sais rien, Moscovici, enfin on va loin, mais... On va pas aller loin. Moi j'étais au Cambodge en janvier 2013 pour la crémation du roi Sihanouk. D'accord. Vous avez notre Premier ministre qui est allé au Cambodge, qui a rencontré le Premier ministre et il a demandé la grâce de Daniel Lenné, qui était accusé de pédophilie. C'est quand même formidable qu'un Premier ministre demande la grâce d'un journaliste qui était impliqué dans une affaire de pédophilie ou de fausse pédophilie. Le gars, il s'est fait complètement rouler. Hein, il a pris un soi-disant pédophile qui s'appelait Patrick Mercier pour faire un reportage. J'ai vu plein de journalistes français aller faire des reportages au Cambodge. En fait, le système, c'est ça. Vous avez des pseudo-journalistes qui sont raccrochés anciennement, qui étaient des pigistes avec qui je travaillais, qui sont au Cambodge. Un journaliste veut faire un reportage au Cambodge. Qu'est-ce qu'il fait? Il va contacter l'ancien journaliste ou le pigiste qu'il connaît de longue date, qui est installé au Cambodge. Ils arrivent, mais en fin de compte, tous les journalistes que j'ai vus, c'est Paul Gournek en premier, un journaliste que j'ai eu au téléphone. Il arrive à l'aéroport de Phnom Penh, il prend un café, à côté de lui, un Corse. Tiens, il sympathise. Et le Corse lui dit, tiens, vous venez faire un reportage sur la pédophilie, je vous fais rencontrer telle personne. Et puis en fin de compte, tout est déjà combiné à l'avance, en fait. C'est déjà des reportages où ils ont déjà prévu où aller dans quelle maison close, etc. Et le journaliste paye. Et pire, j'en ai vu, moi, qui arrivait pour 7 jours de reportage, ils bouclent en une demi-journée leur reportage, tout le reste du temps, ils font la fête dans les maisons closes à Phnom Penh. Ça, c'est le système, voilà. Et vous retrouvez exactement les mêmes journalistes qui écrivent actuellement des articles dans des journaux en Thaïlande, qui faisaient partie du Cambodge Soir à Phnom Penh, subventionnés par la France, etc. C'est toujours les mêmes journalistes, c'est toujours les mêmes journalistes qui sont des références en ce moment en Asie du Sud-Est. Journalistes, pour un, qui avait participé au piégeage d'un vrai pédophile qui était du côté de Sihanoukville. Mais en fait, c'était pas pour le piéger ou pour sortir un article, c'était pour le faire chanter et pouvoir avoir de l'argent pour rester à Phnom Penh. Le journaliste a fait ça, quoi, en fait. C'est vraiment le cynisme le plus total. On va faire une petite pause, c'est l'heure, et puis on reviendra juste après. Vous continuez à poser vos questions. J'en ai repéré certaines, on y répondra après la pause. Voilà, merci à tous encore une fois d'être connectés. On revient juste après ça. À vous la réunion. Ok, on est à l'antenne. Petit retour. Donc après cette pause, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors, on avait dit qu'on allait, vous évoquer certaines affaires. Il y a aussi lié, personne n'a fait les relations, les menaces envoyées à Sarkozy et à des hommes politiques de droite pendant que Sarkozy était président. C'était des enveloppes, et dans l'enveloppe, il y avait une balle. Ça, c'est l'affaire d'Héripian, le corbeau d'Héripian. Mais dans cette affaire-là a été mis en garde à vue un ancien gendarme. Cet ancien gendarme, je l'ai côtoyé au Cambodge. Avec les mafieux, il avait été témoin à l'époque des agissements. Son épouse, que je connaissais aussi, a été dénoncée avec moi auprès des services de police. Elle avait été convoquée par les services de renseignement de l'armée.
Et puis après, un an après, elle a disparu et j'ai appris qu'elle travaillait au profit de ces gens-là. Le gendarme, lui, a été renvoyé de la gendarmerie pour des raisons obscures. Et il s'est retrouvé mêlé, injustement selon lui, peut-être, à l'affaire du Corbeau d'Éripian, cette personne qui a été finalement arrêtée et qui habitait à 600 mètres de chez lui, qui tirait au club de tir en même temps que la fille du couple de l'ancien gendarme, dans le même club de tir à La Malou. Et ce gendarme, en fin de compte, on le retrouve aussi dans une de mes affaires visant à me déstabiliser. Quand je travaillais pour des usines assez confidentielles, ce gendarme a téléphoné à mes employeurs en disant « Je m'appelle le gendarme Joly, je suis gendarme à Clermont-Ferrand, je fais une enquête sur M. Mercier impliqué dans des affaires de pédophilie. » J'ai les témoignages, j'ai porté plainte. J'ai été impliqué dans des affaires, on a essayé de me faire porter chapeau pour vol, etc. J'ai cité cette personne au même moment. La police n'en a pas tenu compte. Il a été intouchable. Hein, voilà, ça c'est quand même exceptionnel. Il faut essayer de faire les relations avec les uns et les autres. Et moi quand même, je me pose toujours des questions. Pourquoi cet ex-gendarme, qui est maintenant du côté de Bages, qui a une société de sécurité dont une des activités est la protection des enfants à la sortie des écoles. Alors, je peux toujours me poser des questions, je n'ai toujours pas les réponses. Mais voilà, c'est toujours des relations assez... il y a toujours comme ça des liens entre les personnes assez incroyables dans votre affaire. Mais en même temps, les mafieux connaissent mieux la loi, utilisent mieux la loi française que les gens honnêtes. Ils anticipent toujours plus, ils sont beaucoup plus réactifs. Quand ils commettent un méfait, ils étudient la loi et en fin de compte, ils utilisent la loi pour amener la personne dans ses retranchements. Hein, donc, ce sont des personnes, en fin de compte, que ce soit sur le sol français ou à l'étranger, ils sont extrêmement redoutables. D'accord. Alors, vous vouliez parler aussi, on avait dit qu'on pourrait évoquer l'histoire du colonel, vous m'avez dit, le fameux colonel qui vous avait commandité. Ah oui, le colonel de la DPSD, moi j'avais été briefé dans les locaux secret défense à Paris, avant de partir au Cambodge. Et c'était un colonel qui était corse, hein, déjà. Il m'avait donné des numéros de téléphone d'urgence, c'était une ligne directe au cas où j'ai des problèmes, mais en fin de compte, quand je suis revenu du Cambodge, ils m'ont menacé, ces gens-là. Ils m'ont menacé qu'il fallait que je divulgue rien du tout. Si je voulais continuer à rester dans l'armée et à toucher ma pension. Ah ouais, parce qu'ils ont cette possibilité de vous enlever votre pension? Non, mais c'est toujours des intimidations. C'est toujours des intimidations et on ne peut pas le savoir. Quand on est militaire, si vous voulez, on est dans un monde où on connaît que ce monde. Hein, les militaires sont des gens honnêtes. Hein, moi, j'ai jamais vu autant d'humanisme, à la limite, d'humanisme dans l'armée que dans le civil où je travaille depuis une dizaine d'années. Où il n'y a aucun cadeau, où tout le monde essaye de tirer les draps vers lui. Hein. Il n'y a pas de partage. Donc quand on est militaire, on est naïf aussi, moi je pense. On se laisse mener. Moi je suis parti au Cambodge pensant faire mon devoir. Je suis revenu du Cambodge en ramenant des informations pensant faire mon devoir. Et en fin de compte, je me suis pris des coups partout. Ouais. Alors justement, on nous demande, est-ce que vous connaissez un peu Hervé Ryssen, son livre « La mafia juive » ? Non. Non, d'accord, vous ne connaissez pas. Bon, voilà, la question, je ne vous la pose pas. Est-ce que ces liens, justement, entre toutes ces ONG, donc qui se protègent, vous nous avez dit, derrière les prétextes, donc c'est toujours, voilà, il y a du trafic d'enfants quand même derrière, mais comment se fait-il qu'à aucun moment, on arrive à déboucher sur une affaire judiciaire à chaque fois dans ces cas-là? Pourquoi ça bloque systématiquement? Pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai appris en étant avec eux, ils passent leur temps à faire des dossiers sur les personnes. Mais ça ne date pas des années 2000, ça date des années 90, ça date des années 60, ça date des années 30. Il y a toujours des dossiers qui sont accumulés et il y a une base de données quelque part et ils ont des dossiers sur tout le monde.
Donc ils tiennent tout le monde. Et en fin de compte, ça explique peut-être pourquoi des affaires de pédophilie, des affaires de meurtre n'arrivent jamais à déboucher. Jamais. Donc ils tiendraient donc quoi, les magistrats qui seraient... Je donne l'exemple, si c'est un réel chantage sur le trafic d'œuvres d'art de M. Libourel en 2000, quand on menace de sortir un article de presse dans un journal en France, ça fait peur. Ça peut ternir l'image d'un parti politique. Donc, vous faites ce que vous voulez pendant que l'ambassadeur est au poste. Et après, il suffit de faire chanter un autre fonctionnaire, c'est un fonds de commerce, comme j'ai dit, et puis ça dure, et puis peut-être ont-ils des dossiers sur l'époque Khmer Rouge, de ce qu'ont fait l'ambassade à ce moment-là, les grandes puissances, parce qu'ils cherchent en permanence. Hein, c'est comme une agence de renseignement parallèle aux agences de renseignement d'État, et puis ils mettent des dossiers, quand ils veulent ennuyer quelqu'un ou faire chanter quelqu'un, ils sortent de dossier. Alors que le dossier soit créé avec des vraies pièces ou avec des fausses pièces. Hein, il y a toujours des bons tampons, des témoignages de policiers. L'Australien qui est mort en prison, il avait le témoignage de 2 jeunes filles. Personne n'a remis en question leur témoignage, comme quoi elles étaient violées quand elles étaient enfants par cet adulte australien. Il est mort en prison. Voilà. Ah ouais, d'accord. Alors, justement, là, vous vous rappelez du cas de Philippe Dieudeveux. C'était un animateur télé, mais il travaillait pour les services de renseignement. Oui. Ça arrive souvent, ça, qu'on utilise comme ça, des couvertures par exemple, Dieudeveux, admettons qu'il a été un agent de la DGSE, on peut considérer, mon exemple, que j'ai été un agent de la DPSD. Voilà, donc les services de renseignement identifient le profil qui pourrait les servir et après manipulent. Moi, j'ai toujours été dévoué pour mon drapeau, j'étais toujours aux premières lignes, j'ai jamais eu peur de prendre des risques. Bon, j'étais peut-être le parfait profil pour envoyer au Cambodge, mais ils pensaient que j'allais me taire, ce que j'ai jamais fait. Donc j'ai toujours gardé ma personnalité en fin de compte. Oui, parce que c'est ça qui est un peu dans votre témoignage, c'est incroyable, c'est-à-dire on vous convoque donc au départ pour dire infiltrer, en gros, renseignez-vous sur ces gens-là parce qu'ils font des choses pas claires. Vous découvrez tout un tas de choses pas claires, vous en faites rapport, mais il ne se passe rien. Donc vous découvrez... Mais disons qu'après, moi, on m'a dit, ça nous intéresse de savoir ce qu'ils font. Bon, ils font peut-être quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Au début, c'est comme ça que je l'ai pris. Je rends service. Au fur et à mesure, je vois que c'est carrément des délits, des crimes. Hein. Mais je me suis aperçu qu'en fin de compte, quand j'ai fait mon compte rendu et que j'étais menacé au retour, je n'ai fait qu'un contrôle qualité. En fin de compte, je n'ai fait que vérifier de leur travail et voir s'ils débordaient par rapport aux ordres, par rapport aux consignes. Moi, je l'ai pris comme ça dans les premiers mois où je suis rentré. J'ai fait un rapport qualité, je me suis fait avoir. Donc un rapport qualité, voilà, demandé donc par un membre qui lui doit appartenir vraisemblablement. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est assez dur à percevoir. C'est dans cette organisation. Comment ça, c'est quoi? C'est pyramidal à un moment donné? Par exemple, moi je donne un exemple, et c'est reconnu, le couple Monsieur et Madame Joly, qui était récipients, impliqués dans l'affaire des menaces envoyées à Sarkozy, enfin impliqués injustement, hein. En fin de compte, je ne sais plus ce que je voulais dire, tiens. Je ne sais plus. Cette dame, donc c'était ce couple qui a impliqué de gendarmes. Non, je sais plus. Bon, je décroche. Alors, on dit souvent que la mafia est proche des politiques en France parce que le pouvoir est très fort, très puissant. Tandis que dans d'autres pays comme l'Italie, la mafia a pu se développer en parallèle, voire contre l'État. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? La mafia française s'est développée avec l'État français. Avec l'État français. Déjà. On travaille côte à côte. Oui, je voulais dire par exemple, le couple Joly a toujours dit qu'il travaillait pour la DST, les services à la direction de la sécurité du territoire. Voilà. Donc ce qui a donné après la DCRI. Moi, j'ai jamais pu identifier les 3 officiers de la DST, mais j'ai des témoignages comme quoi ils l'ont dit ouvertement à leurs proches. Et je sais que c'est vrai. Donc j'avais un policier de la DST avec qui j'étais en contact, donc je tairai le nom. Il a essayé d'ouvrir mon dossier ou les dossiers Cambodge. Le lendemain, il a été mis à pied 1 an. Juste pour savoir qu'est-ce que j'avais eu, qu'est-ce que j'avais fait. Et c'est un dossier qui était à la DST à l'époque.
Donc il a été ennuyé pendant un an de mise à pied et après il a été renvoyé de la DST. Parce qu'il avait voulu s'intéresser. Voilà, il s'intéressait aux affaires de pédophilie et aux affaires de Cambodge que moi je dénonçais dans les premières années des années 2000. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait échapper au chantage? Ça, c'est Nourou qui demande ça. Oui. Est-ce qu'on peut échapper au chantage quelque part? Bah, après, c'est... Mais non, parce que... on finit comme... Bon, moi c'est pas un chantage qui a été fait sur moi, c'est des menaces. Mais du côté de Nice, j'aurais pu gérer les établissements, j'aurais pu travailler. Et là, je ne serais pas en train de travailler ce soir, hein, enfin dans la journée. Il m'était donné tout le confort parce que j'étais passé là-bas et qu'il fallait que je me taise. Bon, voilà, ça c'est l'inverse. Maintenant, un chantage, quand il est bien monté, peut-être que le monsieur Borel, le juge Borel, avait un chantage. Moi, c'est ma thèse. C'est mon hypothèse que j'ai développée dans le film La légende du juge Borel. Et puis au dernier moment, en fin de compte, il n'a pas voulu subir le chantage. Il savait qu'il allait se sacrifier. Et il est parti avec ses tueurs, en fait. Hein. Et on l'a retrouvé face à l'île du Diable, avec un coup de maillet dans le front. Alors si on devait faire une étude approfondie, si on devait avoir du temps, je suis sûr qu'il y a un symbolisme entre l'île du Diable, sa position et peut-être une pointe qui désigne quelque chose à Djibouti. Mais lui, ben voilà, on peut échapper, mais par la mort, en fin de compte. Hein. On peut échapper. Puis sa veuve, elle a crié à la justice parce qu'elle n'a pas eu accès au dossier, il y a eu... voilà, oui, on lui a caché, mais déjà le fait de dire en moins de 10 minutes, c'est un suicide. Ouais, voilà. Alors qu'après, il a été démontré que ça n'en était surtout pas un. Il y a deux types d'essence sur le corps, il a un coup de maillet sur le front, il a des fractures, voilà, donc c'était certain quoi. Hein. Mais le plus troublant, si vous voulez, c'est qu'on retrouve le même policier qui est au Cambodge, que j'ai connu, et qui couvrait en fait les malversations des gens avec qui j'étais. Et on trouve un autre policier qui, lui, était à l'ambassade de France et qui est devenu conseiller auprès du ministre de l'Intérieur cambodgien. Il a fait 10 ans. Ça veut dire que, et à côté de lui encore, on trouve un fonctionnaire corrompu qui s'appelle Yim Sip, qui est le traducteur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un meurtre au Cambodge de Français? Mais vous avez Yim Sip qui fait le traducteur, tout le dossier qui monte dans les sphères du ministère de l'Intérieur au Cambodge et qui passe par ce policier, cet ancien policier qui a pris ce poste-là pour 10 ans. Donc il bloque tous les dossiers, il peut les falsifier complètement. Et cet ancien policier était un associé financier des Corses avec qui j'étais et qui étaient des mafieux. Et il était le représentant de l'UNICEF en même temps. Donc vous voyez, c'est lui qui validait les orphelinats subventionnés par l'UNICEF. J'avais vu, moi, en 2002, le président de l'UNICEF France, je lui avais révélé l'affaire, il n'en a pas tenu compte parce que c'était trop loin. C'était pas de sa compétence. J'ai téléphoné à Bill Gent. Bill Gent, c'était le responsable sécurité qui était aux États-Unis de l'UNICEF. Ben, il n'a rien pu faire non plus. Voilà. Bah si eux, ils peuvent rien faire, c'est leur organisation. Ben oui, mais j'avais eu Bill Gent avec un traducteur, parce que je ne parle pas bien anglais, hein, un traducteur africain au téléphone. Hein, j'avais raconté l'affaire, j'avais échangé par mail, mais en fin de compte, il n'a rien pu faire lui non plus. Alors je ne sais pas pourquoi. Hein. Quand on dit chantage étatique, est-ce qu'il n'y a pas du chantage ailleurs? Tout se base sur le dossier à constituer et un chantage à monter. Dès qu'on a monté le chantage, on tient la personne, mais on la tient à vie. Comme les pédophiles qui se sont fait avoir, les vrais pédophiles et les faux pédophiles. J'insiste sur les faux pédophiles. Des gens qui n'avaient rien à voir là-bas, qui ont montré leur carte de visite, qui ont eu, comme on dit, une trop grande gueule, en fait, sont trop vantés de ce qu'ils faisaient en Europe, et puis qui se retrouvent avec des gamins tout nus, avec des photos autour d'eux le matin. Mais c'est un chantage à vie. Alors si c'est un président d'une grosse industrie européenne, vous voyez un petit peu l'argent qui peut transiter en page de publicité pour les journaux. À l'époque, c'était le journal principal. Il y avait des immenses pages de groupes français de publicité. C'était aberrant, ils payaient extrêmement cher. C'était la façon de faire chanter les gens, d'alimenter un journal créé pour l'occasion, où les pages de publicité abondaient et il y avait une surfacturation de ces pages. Ouais, bah, alors,
On nous dit plus de 70 ONG ont prétendu que Kadhafi avait tué 6000 personnes à Benghazi, ce qui a servi d'argument à l'OTAN pour bombarder. Ouais, c'est vrai que c'était basé sur un rapport d'ONG à l'époque pour faire le rapport. Ouais, effectivement. Les ONG, si vous voulez... Elles ont un rôle important quand même en plus. Oui, mais est-ce que les ONG... alors moi je ne connais pas l'affaire de Benghazi, en Libye, mais est-ce que les ONG ne sont pas... vous avez au Cambodge des ONG de droits de l'homme. On sait très bien qu'elles sont financées par les États-Unis pour déstabiliser le gouvernement actuel, qui est le Premier ministre Hun Sen.